Le débat fait croiser est ouvert avec plutôt Peggy Ludovic Dagba et Wilfried Mono. Casimir Pédio n'a pas répondu à l'appel, sûrement un peu occupé. On l'aura la semaine prochaine si tout va bien. Négociations, gouvernement, syndicats. Eh bien, nous allons apprécier, bien évidemment, les impacts et les implications sur l'économie, sur la trésorerie du pays. Et pour faire ce débat, je vous l'ai dit, Wilfried Mono, bonjour, inutile de vous présenter, c'est désormais votre maison. Bonjour. En face de vous, le rédacteur en chef de la radiodiffusion, Diaspora FM, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Wilfried Mono, vous avez suivi les négociations. Cette fois-ci, ce ne serait pas une analyse politique ou une analyse de politologue qui se fera ce matin, plutôt de l'économiste. On va lire ces négociations sous le prisme, avec les yeux d'un économiste. Y a-t-il, selon vous, des implications, des impacts sur l'économie? Forcément, parce que déjà, vous savez que les grèves, effectivement, quand on n'a pas les chiffres réels des conséquences des grèves en matière d'impact économique, mais on ressent quand même les effets pervers de cette grève-là au niveau des couches sociales. Et donc, le gouvernement, enfin, a pris langue avec les centrales syndicales les 30 janvier, 2 et 5 février. Et ça a été aussi corroboré par la rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales. Mais en fait, il faut revenir sur les sujets de la négociation et apprécier effectivement si au niveau de ces négociations, on a pu évoluer, on a pu avancer et apprécier maintenant le reste d'efforts qu'il faut demander en fonction des contraintes qu'il y a en face, surtout au plan régional. Peggy Ludovic Dagba, vous avez suivi le décor planté par Wilfried Mono. Oui, le décor planté par Wilfried Mono est d'autant plus important, intéressant, qu'il faut quand même apprécier et mettre vraiment à leur juste place ces négociations gouvernement-syndicat pour dire qu'elles sont nécessaires. Elles sont plus que nécessaires dans la mesure où les employés et l'employeur doivent se retrouver lorsqu'il y a des nuages dans le ciel, lorsqu'il y a même orage. Les deux parties doivent pouvoir se retrouver pour s'entendre sur un certain nombre d'éléments afin de dissiper tout ce qu'il y a comme malentendu. Et c'est dans ce cadre que ces différentes rencontres se sont tenues avec le collectif des membres du gouvernement et les différents syndicats. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu quand même des points. Et vous n'êtes pas sans savoir que la première rencontre a dû être avortée parce que les deux parties ne se sont pas entendues sur les points inscrits à l'ordre du jour. Pendant que certains parlaient des questions de liberté, on mettait en lumière ou en avant les cas libération de Métoyon, et bien évidemment la non-radiation du capital d'impôt. Eh bien, les membres du gouvernement avaient d'autres intérêts avec Dieu pour d'autres points qui étaient beaucoup plus importants à leurs yeux. Finalement, ils ne se sont pas entendus, ils ont dû avorter, mais heureusement qu'ils se sont retrouvés à nouveau, je crois le 2 février, et c'est là que ça a véritablement commencé parce qu'ils se sont entendus enfin sur les points à aborder. Malheureusement, à la sortie de ces deux rencontres qui ont été succédées plus tard par celle avec le chef de l'État, rien de concret n'a pu être mis dans l'escarcelle pour permettre aux syndicats de décolorer, de décolérer. Voilà, mais malheureusement, on constate que les grèves se poursuivent, notamment dans l'enseignement et dans la santé, ce qui, ma foi, n'est pas du tout à l'avantage de l'économie de notre pays, parce que vous savez très bien que lorsque les enfants ne vont pas à l'école, c'est forcément des bouches et qui, ma foi, doivent se nourrir, mais c'est des activités qui ne se font pas. Et quand les agents de santé également sont en grève, c'est des gens qui ne sont pas soignés. Et ceux-là, malades, ne pourront rien pour améliorer l'action économique dans notre pays. Donc tout ceci est à vraiment prendre très très au sérieux pour que très rapidement le comité
qui devrait être mis sur pied, eh bien, le soit le plus tôt possible pour que le travail puisse commencer afin que les dissensions soient tues. Wilfried Monnou, pour le citoyen lambda, comment peut-il appréhender l'influence, l'impact de ces grèves sur l'économie? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, en matière de chiffres, on n'a pas de chiffres estimés par l'INSAE pour pouvoir apprécier effectivement. Mais au niveau de... Mais là, vous me permettez Oui. vous me permettrez alors de pousser un coup de gueule. C'est quand même pas normal. Nous avons l'INSAE qui est quand même comment dire, la structure habilitée à nous donner les chiffres par rapport à chaque situation. Mais toutes les fois, on déplore, et depuis une vingtaine ou une bonne trentaine d'années, on n'arrive toujours pas à avoir ces genres de chiffres pour permettre vraiment d'évaluer. Parce qu'on parle de grève, on parle d'abus, on parle d'actions qui ne devraient pas être et tout, mais on n'arrive pas à quantifier le dégât que causent ces grèves. Moi, je pense que si vraiment on pourrait détenir ces chiffres, on peut avoir ces genres de statistiques, cela pourra permettre à monsieur tout le monde d'être sensibilisé sur son action. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il suffit simplement que vous soyez dans un syndicat ou dans un autre, que le meneur, le secrétaire général ou autre vous dise, ben voilà, il y a un mouvement, vous entrez dedans et vous partez sans savoir réellement quel est l'impact de l'action que vous posez là, vous, votre action personnelle, sur l'économie du pays. À partir de cet instant, ce qui explique l'absence de ces chiffres. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à combler cette absence, ce vide-là, à ce niveau-là. Monsieur Monnou, je sais qu'il est un peu dans les arcanes, on va dire, de ces genres d'institutions, surtout au niveau du ministère des Finances. Je crois qu'il faut quand même secouer un peu nos amis de ce côté-là. Non, je crois quand même que votre coup de gueule est juste. Moi, je ne vais pas pousser de coup de gueule, mais je demanderai plutôt que le gouvernement puisse vraiment mettre les moyens à la disposition de l'Institut pour qu'il puisse faire le travail et combler nos attentes. Parce que on ne va pas attendre que les agents de l'INSAE aillent encore en grève. C'est vrai, la situation a été améliorée un temps soit peu, mais reste à faire pour que cette institution soit vraiment à sa capacité de production de chiffres pour qu'on puisse avoir les données pour apprécier effectivement la situation à tout moment. Cela dit, il faut noter quand même que c'est beaucoup plus au niveau de... Vous imaginez un Béninois lambda qui va à l'hôpital et qui arrive, et on lui dit qu'on ne peut pas le soigner et il n'y a que ceux qui sont déjà hospitalisés qui peuvent recevoir un minimum de soins. Alors que lui, il est souffrant, il n'a pas les moyens d'aller dans le secteur privé, dans les cliniques. Vous imaginez ce qu'il subit comme déconvenu. Et maintenant, s'il n'est pas en bonne santé, comment vous voulez qu'il soit productif, comme le disait tout à l'heure Peggy Ludovic Dagba. Donc, c'est ces situations qui font que nous demandons à ce que la négociation se poursuive pour qu'on puisse... Parce que à l'analyse de ce qui, des 3 jours de négociation, on n'a pas un sentiment vraiment que tous les points ont été vidés et qu'il y a eu des points de convergence entre les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et les centrales syndicales. Le point, par exemple, au niveau de l'amélioration du SMIC, a été renvoyé pour le comité tripartite, gouvernement, patronat et syndicats. Donc à ce niveau, on n'a pas de réponse tout de suite, mais il faudrait noter que il y a nécessité qu'on puisse rapidement aborder ce point pour que les agents qui sont dans le secteur privé aussi ne commencent pas par faire des mouvements avant qu'on ne puisse répondre à cette préoccupation qui est importante. Et par rapport à l'indice, au point indiciaire, moi, ma préoccupation est à l'hiérarchisation des salaires. Ma préoccupation est qu'il faudrait que le gouvernement et les centrales aient à l'esprit que nous avons déjà quand même crevé le plafond en matière de critères de convergence. Au niveau de l'UEMOA, le critère de convergence, masse salariale sur recette fiscale, ne doit pas dépasser
35%, c'est-à-dire doit être inférieur ou égal à 35%. Et depuis 2004, le Bénin est largement au-dessus de ce seuil. En fin 2016, nous étions à 48,15% selon les rapports sur la situation financière et économique du Bénin. Donc voilà un peu des situations qui font que si nous voulons réclamer, il faudrait aussi s'assurer que nous avons suffisamment de ressources disponibles pour que nous ne soyons pas en déphasage avec les critères de convergence au niveau sous-régional. Peggy, Ludovic Dagba. Oui, sur la question... sur cette même question ou autre point? Tout à fait. Je voulais quand même intervenir sur ces deux éléments. On peut dire que les critères de convergence, le Bénin est extraordinairement au-dessus. Si j'en crois les chiffres avancés par Wilfried Monnou, 37% admis au niveau de la CEDEAO. Et voilà, nous sommes à 48% depuis 2016. Pardon. Alors, moi, j'aimerais m'interroger. Voilà que nous survolons le taux admis au sein de la CEDEAO, mais les salaires sont extraordinairement bas au Bénin. Nous avons l'un des pouvoirs d'achat les plus faibles dans la sous-région. Vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez d'autres pays de la sous-région, les citoyens ont un pouvoir d'achat plus fort que le nôtre. Mais comment comprendre alors cela? Comment comprendre qu'on ne puisse pas augmenter le SMIC à 80 000 francs? Je crois que c'est ce qui a été demandé par les syndicats et je crois qu'ils ont essuyé le refus catégorique du chef de l'État qui dit qu'on n'en a pas les moyens actuellement. Évidemment, les caisses étant dans la santé qui est la leur, on ne peut pas prétendre à ce que les caisses ne peuvent pas supporter. Ça, c'est très clair. Mais alors, où se situe le problème? Pourquoi on peut être à ce niveau, au niveau des critères de convergence, et continuer toujours par, comment dirais-je, racler le sol? Il y a un problème à ce niveau. Et maintenant, parlant de la question de la hiérarchisation des salaires, c'est là où, franchement, il y a, pour moi, il y a beaucoup de choses qui font rire. Parce que nous avons les autorités qui, ma foi, on va dire, les ministres. C'est vrai que le chef de l'État a totalement démenti les salaires qui sont publiés comme étant ceux des ministres. Mais au niveau des préfets, bon, je crois qu'on n'a pas eu un démenti assez formel. Des directeurs de cabinet, des secrétaires généraux des ministères. Voilà, donc à ce niveau, je dirais qu'au niveau des travailleurs, c'est peut-être légitime qu'ils cherchent à gagner autant que les ministres, que les directeurs de cabinet, les préfets. Mais c'est exagéré. Mais il faudrait quand même rester. C'est exagéré s'ils demandent à gagner autant. C'est ce que je voulais dire. Je dis c'est peut-être légitime parce que nous sommes tous des hommes et nous aspirons toujours à plus grand. C'est vrai. C'est clair. Maintenant, est-ce qu'ils font le même type de boulot? Est-ce qu'ils sont dans les mêmes dispositions professionnelles? Là-bas, c'est des fonctions politiques, on va dire. On n'étudie pas, que je sache, pour devenir ministre. On n'étudie pas non plus pour avoir un diplôme de directeur de cabinet, encore moins de préfet. Je sais que pour être préfet, il faut être administrateur civil. C'est ça, le diplôme qui vous conduit sur ce chemin-là. Donc, il faudrait que les gens sachent raison garder. Parce que dans notre pays, j'ai comme l'impression qu'on est beaucoup plus souvent épidermique. Comment dirais-je? On en veut, voilà, beaucoup plus. L'émotion est nègre, même si la raison n'est pas toujours hélène. Moi, je mets ce bémol. il faudrait quand même que nous sachions quand même rester dans nos proportions pour savoir que chacun à son niveau fait un travail. Et c'est ce travail-là qui doit avoir la juste rémunération. Même si nous sommes tout à fait d'accord sur le point que bon, les pouvoirs d'achat, les salaires ne sont pas toujours ce qu'ils doivent être. Mais encore une fois, comme le disait Wilfried Monnou, il faut travailler pour mériter vraiment son salaire et que ce salaire puisse être évalué par rapport à la juste rémunération qu'il faut pour le travail fourni. Wilfried Monnou. Oui, je vais compléter un peu Peggy aussi pour dire que au niveau de ce qui, à mon sens, alimente beaucoup plus la polémique. Pas la polémique, beaucoup plus le durcissement qui attise les revendications, c'est qu'on a quand même un sentiment d'inégalité au niveau des salaires. On a l'impression qu'il y a
certains qui sont à part et d'autres qui sont entièrement à part. Alors que nous allons tous sur un même marché où nous avons le pouvoir d'achat n'est pas le même. Ça n'est pas un fait nouveau. Vous voyez. En tout cas. Ça gêne quand même. Ça gêne parce que lorsque on est dans une famille, il faut que la répartition des revenus soit équitable. Lorsque d'autres sont mieux traités par rapport aux autres, à la grande masse, ça gêne un peu. Et c'est pourquoi moi je veux inviter quand même que si nous pouvions avoir une transparence au niveau de la rémunération des ministres et autres, ça permet quand même d'apaiser un peu la rage aujourd'hui au niveau des travailleurs qui trouvent que eux autres sont délaissés, ils réclament l'augmentation des salaires, on leur oppose l'amenuisement des recettes fiscales, et alors qu'à côté, on voit que les ministres se taillent la part du lion. Si on en croit aux chiffres qui ont circulé sur les réseaux, entre 8 millions et 16 millions, vous êtes d'accord que ça fait peur, hein, alors qu'eux autres, ils demandent simplement qu'on augmente leur salaire de 5 000 francs et on n'arrive pas à leur accorder. Voilà un peu ce qui gêne dans la situation. Et donc, pour qu'on ne puisse pas rentrer dans cette nébuleuse que sont les conséquences de la grève, moi je proposerais quand même que les négociations puissent continuer et qu'on puisse trouver un minimum de terrain d'entente, surtout par rapport aux points qui ne nécessitent pas forcément des décaissements. Oui, mais est-ce que les négociations, quand on les rend aussi élastiques, est-ce que cela n'aura pas aussi d'impact sur l'économie? Oui, c'est pourquoi je dis que quand bien même on n'arrive pas à avoir des chiffres en matière d'impact, il ne faut pas laisser perdurer cette grève, parce que ce matin, en sortant de chez moi, j'ai vu les enfants en train de gambader déjà dans la rue. Vous imaginez combien ces enfants sont exposés aux accidents. Vous imaginez combien, si au bout de quelques semaines, on n'arrive pas à boucler la masse horaire nécessaire, l'année risque d'être déclarée une année blanche, même si certains envoyaient les enfants dans les cours privés. Les examens seront nationaux et il y a ce problème-là qui se posera. Est-ce qu'on va rallonger l'année? Donc autant, pendant qu'il est encore temps, discuter avec les enseignants pour mettre vraiment la balle à terre et voir autant que faire se peut comment répondre aux besoins et trouver des terrains d'entente. Il y aura forcément des points sur lesquels on pourra s'entendre, il y aura d'autres sur lesquels on aura le temps de s'entendre. Et vous avez suivi ce matin les différents quotidiens qui ne sont pas venus, et sur le marché aussi. Les enseignants passent désormais de 112 heures à 96 heures. Oui, ils passent désormais de mardi à vendredi au lieu de mardi à jeudi. Et c'est dommage que nous arrivons à ça. Moi, en fait, ce nuage-là, il faut le faire dissiper très vite. En allant à nouveau en négociation avec les enseignants, avec surtout le front des 3 ordres de l'enseignement, pour que sur un minimum, on puisse s'entendre sur un minimum, et le reste, on puisse l'étaler dans le temps. Vous parlez de minimum, mais les centrales, les responsables des centrales syndicales ne l'entendent pas tête-oreille. Minimum, je ne pense pas. C'est pourquoi j'ai dit, si on a une transparence, le chef de l'État a dit que ces ministres ne sont pas à ces salaires-là. Mais il n'a pas donné le salaire de ces ministres. Si on nous donnait, le salaire des ministres ne fait pas partie des revendications. Non, je vous ai dit, c'est une histoire de frustration. C'est une histoire. On a parlé d'hiérarchisation, hiérarchisation des salaires, parce que si certains travailleurs sont entre 8 et 16 millions, et que d'autres sont entre 1 600 000 et 2 300 000, et que en dessous d'eux, les autres sont autour de 800 000 ou 150 000, vous voyez qu'il y a trop d'écart. Donc il faudrait quand même harmoniser. Or, les recettes n'ont pas augmenté. Les recettes, et ça, il faut que les Béninois sachent que, j'ai l'habitude de dire, la douane et les impôts mis ensemble n'ont pas eu comme recette 800 milliards. Et depuis plus de 5 ans,
ils n'atteignent pas 800 milliards. Mais si on continue à augmenter la masse salariale chaque année, on est 7 déjà au-delà des 35% avec 48,15%. Est-ce qu'il faut continuer? Alors qu'en juin passé, les ministres des Finances de la CEDEAO, de l'UEMOA, ont demandé que chaque pays travaille à ramener ce ratio-là à la norme. 35%. À 35%. Est-ce que nous allons continuer à vivre comme ça? C'est ça le problème qui se pose. Soit les travailleurs, on s'entend qu'il faut que tous, nous puissions œuvrer à améliorer les recettes. Et si les recettes sont améliorées, la conséquence, c'est que tout le monde doit avoir aussi ses revenus améliorés. Et là, c'est une contrainte sur laquelle il faut que centrales, syndicales et gouvernement puissent travailler pour voir le juste milieu de cette revendication. Peggy Ludovic Dagba, les recettes s'amenuisent. Seulement, les salaires des hauts cadres sont, je dirais, améliorés au détriment de ceux du bas peuple, enfin, des cadres de bas niveau. Malheureusement... Pensez-vous que cela participe aussi à attiser, comme le dit Wilfried Monnou, les revendications ou les différents mouvements? Mettez-vous simplement à leur place. Ils pensent... Puisqu'il y a un détail, ce point concernant les salaires mirobolants en griffe des ministres et autres ne faisait pas partie de leur plateforme revendicative. Tout à fait. Mais ceci, ma foi, à comprendre sur la situation, c'est, comment dire, la goutte d'eau qui a débordé le vase a été la publication, je pense, de ces salaires politiques. Parce que voilà des gens qui peut-être le gouvernement croyait bien faire. Ont des informations fusant des milieux, je veux dire, généralement bien protégés. On n'a pas la preuve. Donc, on ne peut pas s'asseoir dessus pour dire oui, je prends fait et cause ou je prends appui sur cet élément-là pour vous demander tant. Donc, c'était encore à l'étape de la rumeur. Alors, leurs revendications ont toujours été de cet ordre-là. Donc, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Mais une fois qu'il y a eu cette publication sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on semble aujourd'hui dénier un peu, comment dire, cette façon, cette capacité voilà, des réseaux sociaux à pouvoir... Ou la crédibilité. Bon, je n'irai pas sur le terrain de la crédibilité d'abord, cette capacité que les réseaux sociaux ont de publier, mais à l'échelle exponentielle de l'information où pratiquement tout le peuple au même moment est informé de ce qui se passe. Alors, vous voyez un peu, ça a décuplé un peu les ardeurs de ces partenaires sociaux qui pensent que c'est pour eux le moment ou jamais de pouvoir exiger et obtenir quelque chose pour pouvoir améliorer leur situation. À partir de cet instant, il sera très très difficile pour le gouvernement de convaincre, on va dire, du contraire. Le chef de l'État, la voix la plus autorisée, c'est quand même lui qui est le chef de l'État, c'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation. Il l'a dit, mes ministres ne sont pas à ce salaire-là. Ça devrait pouvoir vraiment faire date et couper court à toute polémique sur la question. Donc il s'agit maintenant pour les ministres qui auront la charge de discuter, de négocier avec les partenaires sociaux, de bien leur faire comprendre ce fait-là. Et il faudrait qu'ils aillent loin pour pouvoir, les convaincre de ce que ce n'est pas la réalité, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, et aller jusqu'à quand même donner quelques éléments pour étayer la chose. Sinon, la frustration, elle est très grande. Et tel que je vois la situation évoluer, je ne vois pas ces syndicats montrent si facilement. Sinon, pour moi, normalement, avec cette rencontre avec le chef de l'État, avec les assurances qu'il leur a données, ils devraient quand même pouvoir retrouver les leurs et s'entendre sur un minimum, quitte à ramener la balle à terre et observer le gouvernement. Mais vous savez très bien qu'il y a quand même eu des précédents qui certainement les ont échaudés et ils se disent qu'ils veulent plus de garanties. Encore, le gouvernement a la main pour pouvoir vraiment régler ce problème parce qu'en définitive, c'est quand même le gouvernement qui siffle le haut là et c'est à lui de savoir quoi mettre dans la balance pour pouvoir amener les syndiqués à vraiment faire retomber la balle, histoire de remettre l'école, de remettre les enfants en classe. Et ils n'ont qu'à quitter les rues
et ceux qui, ma foi, doivent aller au service et soigner le peuple béninois puissent retourner dans les hôpitaux afin que vraiment la cité puisse une fois de plus retrouver la paix. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas de montrer du muscle. Nous sommes encore à 1 an. On va dire je pense des élections. Ce n'est pas le moment de charrier, ce n'est pas le moment de soulever quand même certains lièvres, sinon que nous allons tous y perdre de la plume. C'est pas normal. Il faut que les deux parties puissent quand même trouver le juste milieu pour qu'on puisse voir vraiment les enfants en classe, parce que c'est ça qui... Et si le gouvernement continue d'exhiber, je dirais, le fond de la marmite et que les responsables des centrales syndicales ont du mal à y croire, je pense plutôt qu'il y a une sorte de crise de confiance. Tout à fait, c'est cette crise de confiance qu'il faudra résorber. Moi, je pense que le chef de l'État a joué sa partition. Le reste, ça doit être joué... Les travailleurs ne sont pas rassurés. Non, le reste doit venir maintenant des ministres. Et c'est en cela que moi, je voudrais appeler à la sincérité dans les actes de certains ministres. Oui, parce que, excusez-moi, moi je suis journaliste, je lis les faits. Je lis les faits pour en sortir des éléments. Je ne peux pas comprendre que des ministres de la trempe, de ceux qui sont là, je veux parler du ministre d'État, Abdoulaye Biodjane, je veux parler du ministre Pascal Yédé-Koubaki, je veux parler d'un certain nombre de ministres qui quand même ont eu à gérer ce pays, ont eu à gérer. De pareils dossiers par le passé. Quand le ministre Abdoulaye Biodjane était ministre des Finances sous le général Mathieu Kérékou, il y a eu des fonds qu'ils ont eu à gérer. Comment ils ont pu faire pour faire entendre raison à ces partenaires sociaux? Je pense qu'ils peuvent faire appel encore à cette compétence, à cette disposition qu'ils ont en eux. Parce qu'il s'agit maintenant de se dire, j'appartiens à un gouvernement qui est en proie à une fronde, il faudrait quand même que j'y mette du mien pour qu'on puisse vraiment faire retomber la tension. Et ça, je sais qu'ils ont la capacité. Je sais qu'ils ont, comment dire, le bagou nécessaire pour appeler ces gens-là et leur parler de cœur à cœur. Et s'il y a quelque chose qui fâche, qu'ils s'entendent, pour vraiment, comment dire, régler le problème, que les gens puissent retourner. Parce que j'ai comme l'impression que, bon, ben, il y a eu, comment dirais-je, une fissure dont les partenaires sociaux sont en train de profiter, ce qui est légitime. Je sais que leurs revendications sont légitimes, mais entre les revendications et ce qu'il y a vraiment dans la marmite, je crois qu'il n'y a pas de miracle possible. On ne pourrait pas aller voler pour satisfaire leurs revendications. Je pense que si vraiment on leur explique avec des éléments probants. Il faudra œuvrer à dissiper cette crise de confiance. Ils auront à comprendre. Et cela doit amener aussi le gouvernement à savoir quels actes poser et quels actes ne pas poser. Parce qu'il ne faut pas fâcher les très fâchés. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, à l'entame du mandat du chef de l'État, voilà des gens qui ont dit, nous vous accordons l'état de grâce pendant au moins 1 an, 2 ans. Nous allons taire toute revendication et voir comment vous allez travailler. Mais la situation malheureuse qui est arrivée à l'Assemblée nationale, où on a cru bien faire en voulant retirer le droit de grève à certains, certains fonctionnaires de l'État, certains corps, a plutôt soulevé beaucoup plus qu'il n'en faut. Donc, il faut trouver la formule maintenant pour revenir à la case départ. Écoutez, nous ne pensions pas vous faire mal, nous pensions pouvoir aider vraiment à ce que ce peuple puisse connaître le développement. Maintenant que la Cour constitutionnelle a déclaré au contraire cette disposition, eh bien, nous revenons à vous pour que nous puissions trouver le terrain, en tout cas le terrain d'entente pour qu'on puisse aller de l'avant. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Modérer le discours, rassurer les travailleurs, c'est ce que propose Peggy. Ce n'est que la seule voie qui s'offre aujourd'hui au gouvernement, c'est-à-dire rassurer. Et la transparence doit être de mise. Lorsque on mettra toutes les cartes sur table, on pourra discuter aisément avec les centrales syndicales et les autres mouvements aussi de syndicats pour que la paix et le calme puissent revenir dans la maison. Pour véritablement faire des partenaires. 2018 a commencé vraiment à nous faire peur. Si il faut continuer au 2e mois de l'année avec la fronde, ça n'augure pas d'un premier trimestre avec de bons chiffres, de bons indicateurs. Et donc le gouvernement a intérêt
à ce que les grèves cessent au plus tôt. Et donc, pour pouvoir aller à ça, il ne faut pas faire la sourde oreille. Il faut que, comme on l'a dit, au niveau de chaque secteur en lutte, que les discussions reprennent ou se poursuivent jusqu'à ce qu'on puisse avoir des terrains d'entente. En matière de négociation, nul ne sort gagnant. Il faut faire des concessions et toutes les parties gagneront forcément à ce que les secteurs reprennent le chemin du travail. Wilfried Monnou, on s'en va fini pour le compte de ce mardi, pour ce qui est du débat économie ce matin. Voilà, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que je voudrais quand même attirer l'attention des travailleurs et du gouvernement qu'il faut que nous travaillions à améliorer les recettes fiscales de l'État si nous voulons améliorer effectivement la masse salariale chez nous. Parce que sur plusieurs années, les recettes fiscales s'amenuisent et il faudrait que nous nous interrogions tous, chacun là où nous sommes, pour savoir comment est-ce qu'il faut améliorer les recettes du Bénin pour assurer la croissance et garantir l'avenir des générations futures. Peggy, Ludovic Dagba. Non, je ne différerai pas, je ne vais pas différer de ce que dit Wilfried Monnou. Il faut vraiment que nous puissions travailler à ce que les caisses de l'État se remplissent, à ce que l'État puisse quand même rentrer dans ses fonds. Mais cela amène à ce que les dirigeants puissent faire les meilleures options. Je crois que le PAG, en ce sens, recèle ou regorge de beaucoup de projets novateurs. On a parlé de la promotion d'un certain nombre de filières. J'aimerais vraiment que cela soit une réalité pour qu'on arrête de dire que l'économie béninoise est essentiellement basée sur les rentrées fiscales. Parce qu'à trop, pressurer la base, à trop pressurer, on finit par vraiment faire éteindre les activités économiques. Alors que si nous pouvons agir sur les autres leviers qui permettent vraiment d'augmenter la production dans différents secteurs, on pourrait enrichir les caisses de l'État sans trop malmener, on va dire, les citoyens. Donc pour moi, il faut que vraiment les merveilles dont regorge le PAG puissent désormais se faire jour afin que l'économie béninoise puisse en tirer vraiment les marrons et les bons marrons. Je ne dirai pas mieux, Peggy, Ludovic Dagba. Bonne journée. Merci à vous. Les auditeurs de la 102.3 vous retrouvent, je crois, à 13h. À 13h. Et à 13h30. Pour le premier grand rendez-vous de l'information. Tout à fait. Et à 13h30, réédition à l'actualité. Ce qui reste quand même l'une des grandes émissions de Diaspora FM aujourd'hui sur la place. Vous avez l'opportunité de réagir sur ce que vous avez entendu dans le journal parler. Je crois que c'est parcourant. On peut se faire. Je l'ai dit, c'est de la pédagogie moderne. Mais voilà. Vous ne faites plus des auditeurs un tableau vierge sur lequel vous déversez l'information. Non. Vous leur permettez maintenant de participer à l'actualité. Et réagissent. Et disent aux dirigeants, oui, nous avons entendu ceci, mais nous pensons qu'on aurait pu faire ceci. Ils suivent l'actualité, mais se prononcent aussi bien à propos. Juste après. Merci Peggy Ludovic Dagba, merci Wilfried Monnou. Merci. Excellente suite de semaine à vous. Merci.